Donc, première intervention d'Anolga Rodionov. Anolga Rodionov est professeur en sciences de l'art à l'université Jean Monnet depuis 2016, après avoir été maître de conférence à l'université Paris 8. Ses recherches se rapportent entre autres au cybertemps, aux figures de l'interactivité dans l'art des nouveaux médias et à la déconstruction du virtuel. Elle est également commissaire d'exposition, dont l'exposition des histoires d'art et d'interactivité qui s'est tenue au CNAM en 2015. Je te cède la parole. Merci. Donc je vais parler, il a été beaucoup question des techniques tout à l'heure, des techniques diverses et variées qu'on retrouve dans les pratiques artistes de l'art contemporain. Je vais poursuivre là-dessus, mais en regardant plutôt ce que c'est les techniques, ça a des fonctionnalités, elles ont des fonctionnalités, mais les techniques produisent aussi des idées, et c'est là-dessus que je vais axer mon intervention, et en particulier en faisant l'hypothèse que l'art contemporain, en fait, pense le temps. En tout cas, il a été questionné dès les années 60 par les artistes, bien que les commentateurs n'y aient pas toujours prêté très attention, préférant souligner l'importance du territoire, du paysage, de la spatialité, et certains même évoquant récemment le tournant spatial de l'art contemporain. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un effacement. L'art contemporain se caractérise souvent par un effacement. On parle de la dématérialisation de l'art, de la part de l'invisible, du vide, de l'éphémère. Et c'est ces caractères qui incitent à faire cette hypothèse du temps comme concept majeur de l'art contemporain. Un temps qui n'est non pas représenté, mais plutôt un temps à expérimenter. Et l'art contemporain offre donc des expériences de ces phénomènes dans le temps. Et je serais assez séduite par l'hypothèse plutôt d'un tournant temporel plutôt que d'un tournant spatial. Et ce qui m'incite aussi à faire cette hypothèse, c'est les œuvres de l'art numérique, où je préfère plutôt, il y a beaucoup de discussions sur les appellations, mais je préfère parler d'art des nouveaux médias, et c'est cet art des nouveaux médias qui incite à défendre cette thèse, et en tout cas qui oblige à regarder autrement l'art conceptuel, le land art par exemple, et d'autres pratiques artistiques actuelles. Donc là, le temps traverse l'art contemporain, mais il est aussi questionné depuis une trentaine d'années par les chercheurs en SHS, les géographes, les urbanistes, les sociologues, les anthropologues, les psychanalystes, les philosophes et les économistes, et un temps donc qui pose problème compte tenu de l'envahissement et de l'omniprésence de l'informatique et des services qu'elle offre, et qui se traduisent notamment par la prolifération des écrans, des tableaux d'affichage, mais aussi la vitesse de transmission de l'information. À titre d'exemple, Edward Soja, qui est un géographe nord-américain, constate un arasement du temps en raison de l'omniprésence de l'instantanéité et du synchronique. Un anthropologue comme Marc Auger identifie, lui, une surabondance de temps, de la perception de plusieurs temporalités à divers usages du temps. Il considère que le temps présent est surchargé d'événements, si bien que ce temps présent, il ne fait plus, par rapport à ce temps présent, le passé et le futur ne font plus sens. Il y a un trop-plein d'événements, dit-il, qui surcharge donc le présent. Un présent qui apparaît souvent comme perpétuel, qui se détache donc de la ligne temporelle, ou en tout cas de la succession de strates temporelles, comme si, je le répète un peu, le passé et le futur n'avaient plus guère de sens, et ce qui compte, c'est davantage les événements, ou en tout cas leur surgissement. Marc Guillaume, par exemple, un économiste, insiste de son côté sur la fonction commutative des médias postmodernes qui imposent un autre rapport au temps, c'est-à-dire que ces médias ne sont plus temporels et que leurs usages imposent des ruptures ou des interruptions, en tout cas des liaisons nouvelles, et ils imposent une temporalité qui n'est plus continue et qui ne respecte plus la conscience du sujet.
Bref, pour terminer sur ce rapide panorama du temps qui est questionné par les chercheurs en SHS, par exemple, Antoine Picon souligne que les réseaux de transmission de données ont une incidence concrète sur la temporalité ou sur le temps existentiel en remettant en cause l'alternance des rythmes diurnes et nocturnes. Donc, deux temporalités qui sont envisagées par les chercheurs, un présent perpétuel et un temps chronologique fléché. Moi, je fais l'hypothèse que les œuvres de l'art des nouveaux médias et plus généralement de l'art contemporain vont produire de leur côté un savoir sur le temps ou sur des temps différents. Alors, je vais explorer pour ça je vais avoir trois moments. Premièrement, les ready-made de Duchamp, parce que s'ils imposent un lieu d'exposition, ils convoquent également le temps. Et puis, je m'intéresserai aux définitions méthodes de Ruteau, qui aussi figure une conception du temps singulière, qui s'écarte de toute perspective temporelle. Et puis, je présenterai quelques pièces de l'art des nouveaux médias qui proposent des expériences à vivre et en conséquence aussi une installation dans le temps tout à fait singulière. Donc, avec les ready-made, Duchamp, finalement, élargit le périmètre de l'art, c'est-à-dire qu'il questionne la définition de l'art, et il propose une démarche qu'il résume à sa manière par la formule « n'importe quoi, mais à telle heure », mettant le focus donc sur le moment, l'occasion, c'est-à-dire en somme sur le temps qui prend le pas sur toute autre considération. Et s'il est vrai que exposier revient à produire, eh bien, dans cette perspective, le lieu a toute son importance, mais la question du quand semble tout aussi essentielle, voire première. Et je dirais, pour paraphraser un peu Pierre Bayard, je pourrais dire que finalement, Duchamp plagie par anticipation Goodman, dont il a été question tout à l'heure, qui prétend que l'implémentation prime sur la production. Donc, en d'autres termes, la production artistique n'est pas suffisante en soi, et pour qu'elle fonctionne esthétiquement, eh bien, elle doit être exposée, par exemple. Donc, le quand y a-t-il de l'art prend bien sûr le pas sur le qu'est-ce que l'art. Le temps prend ainsi le pas sur la spatialité, mais aussi sur l'objet lui-même, et il devient donc un élément déterminant, voire constitutif de l'art contemporain. Les notes de Duchamp trahissent d'ailleurs cet intérêt pour le temps, et il va écrire dans ses notes en 65, pour la mariée mise à nu par les célibataires même, je le cite, « Une pendule, c'est celle que vous voyez là, qui est une pendule de profil, un pliage de la pendule en profil, une pendule de profil de sorte que le temps disparaisse, mais qui accepte l'idée du temps autre que linéaire. » Il conseille aussi la lecture d'un ouvrage de Dune, L'expérience avec le temps. C'est un ingénieur de l'aéronautique qui publie cet ouvrage en 27, un ouvrage qui connaît un certain succès et dans lequel donc, il évoque le futur anticipé dans le rêve. Et c'est ce qui intéresse Marcel Duchamp, et il va reprendre cette idée, il va faire sienne cette idée, mais il va aller un peu plus loin que Dune parce qu'il va suggérer que le temps rompe avec la linéarité, c'est-à-dire qu'il échappe à la succession temporelle, en d'autres termes, qu'il échappe à l'emboîtement passé, présent et futur. Voilà une de ses notes à propos des ready-made qu'il s'agit de préciser. Il écrit encore « L'important est donc cet horlogisme, cet instantané, je souligne, comme un discours prononcé à l'occasion de n'importe quoi, mais à telle heure. C'est une sorte de rendez-vous, donc des ready-made qui figurent en acte sa conception du temps, puisque le temps de l'exposition est déterminant, un temps qui prend corps au moment de l'acte d'exposer et qui est tout entier pris dans le présent. Un présent qui n'est pas déterminé d'avance, puisqu'il s'agit de montrer n'importe quoi, la chose, l'objet exposé ayant très peu d'importance, contrairement à l'acte de montrer. Autrement dit, Duchamp conçoit le présent comme seul temps possible et un présent qui échappe à toute perspective temporelle.
Avec le land art, le temps est également questionné via la figure de l'effacement ou de la disparition. Ce sont finalement des pièces qui miment en quelque sorte le fonctionnement du temps via l'épuisement de l'action, comme le remarque par exemple un philosophe comme Mario Costa ou Anne Coquelin. Un temps en conséquence qui, une fois l'action terminée, s'efface et laisse place au vide, un vide temporel, ou mieux, un vide conditionnel, comme l'envisagent par exemple les stoïciens dans leur théorie des incorporels. Mais Smithson théorise également le temps avec cette pièce. Alors je parle sous le contrôle de conservateurs, je ne sais pas où est cette pièce, si elle a été détruite ou pas. C'est un double photographique de cette pièce, donc, de Eliminator, dont Smithson dit « une horloge qui ne donne pas l'heure mais la paire, les intervalles entre les flashs de néon étant des intervalles vides, en même temps qu'il leur donne un temps négatif, The Eliminator supprime l'espace historique. » Cette pièce qu'il a créée en 1964 donc, se compose, vous voyez, de néons en zigzag de couleur rouge et qui clignotent, néons qui sont situés sur la bissectrice formée par l'angle de ces deux miroirs. Temps négatif, dit-il, ou temps en retrait, ces intervalles vides, finalement, figurent un vide temporel capable d'accueillir une action par laquelle le temps fait irruption, c'est-à-dire le présent. Avec Duchamp, comme avec Smithson, donc, le temps apparaît comme un élément essentiel, mais chez d'autres artistes, le temps l'est également, même s'il peut très bien ne pas se manifester du tout. Le temps s'offre alors comme une possibilité à réaliser, mais peut tout aussi bien rester en suspens. Et c'est le cas, par exemple, des déclarations d'intention de Weiner, mais aussi des définitions méthodes de Ruteau. Ces définitions méthodes, c'est-à-dire ces DM, ou ce qu'il appelle ces peintures écrites, dont l'énoncé est le suivant: une toile tendue sur châssis, peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée, sont utilisables tous les formats standards disponibles dans le commerce, qu'ils soient rectangulaires, carrés, ronds ou ovales. L'accrochage est traditionnel. Voilà la peinture écrite en 1973. Ce que vous voyez ici, c'est une DM qui est exposée à Pompidou, intitulée « Règles à l'unité ». Donc, date de la peinture écrite 1973, date de l'actualisation que vous voyez ici, 1985. Une définition méthode qui énonce donc un but à atteindre sous une forme générale, simple. Les formats, la forme, les couleurs sont laissés au libre choix du preneur en charge, mais si aucun preneur en charge ne se manifeste, alors la peinture reste à l'état de texte. Si le si s'efface, en revanche, dès lors que le texte est actualisé, c'est-à-dire quand il est mis en acte pour devenir un tableau peint de la même couleur que le mur sur lequel il est accroché. Voilà encore une autre DM qui est la DM 55, positif-négatif. Les DM figurent ainsi une certaine conception du temps, temps qui importe à Ruteau, qui déclare que grâce au texte, le temps n'est pas subi, il est le moteur de l'œuvre. Grâce au texte, l'œuvre va exister dans la durée, la peinture est toujours à venir, l'actualisation n'est qu'un moment, souvent très court, et il ajoute « Si chaque peinture est inscrite dans un lieu, je cite, dans l'espace, elle l'est également dans le temps. Nous sommes, poursuit-il, au-delà du tableau, au-delà de l'objet, comme dans une œuvre ouverte, il a été question d'œuvre ouverte hier, sans fin. Mes peintures ont la vie courte, mais elles ont plusieurs vies, conclut-il. » C'est dire donc combien Ruteau, celle-ci est la DM 174, au mur, au sol. Alors, il y a plusieurs dates, je reviendrai sur les dates, mais il y a 3 actualisations au moins. En tout cas, il y en a peut-être plus, mais c'est celles qui ont été retenues dans le catalogue de la galerie
de l'artiste dont j'ai oublié le nom là, qui m'échappe. Donc, autrement dit, pour Ruttaud, finalement, met en cause l'origine de chaque œuvre à partir de laquelle se déploierait, entre guillemets, la ligne de vie d'un tableau, à la faveur d'une durée ou d'un mode d'existence du tableau toujours limité par les actualisations successives et toujours possiblement à venir. Une durée de vie courte et éphémère dont le futur n'est pas prédictible. Il se peut en effet qu'un preneur en charge se manifeste pour actualiser à nouveau une peinture écrite, mais il se peut aussi qu'il n'y en ait aucun, si bien que le futur de chaque DM reste indéterminé par son présent. C'est dire aussi combien les DM mettent en cause le passé, le futur, pour privilégier le seul présent, un présent déterminé par l'acte de peindre, avec donc des œuvres qui sont toujours récentes, imprévisibles, sans fin, comme il l'écrit. Un présent qui contribue aussi à flécher le temps, car apparaissent un avant et un après l'actualisation, si bien que l'on peut en déduire que présent, passé, futur sont simultanés, une conception qui fait écho à la théorie husserlienne du temps, lorsque Husserl met en relief la simultanéité temporelle en s'intéressant à l'écoute musicale. La perception d'une mélodie, résume, en effet, suppose une simultanéité des sons, tout juste passé, présent et tout juste à venir. Il parle de rétention et de protension à partir d'un maintenant qui explique que nous puissions apprécier une pièce musicale sans être, dit-il, dans la seule appréhension du maintenant. Donc un temps moteur d'EDM, selon moi, qui conceptualise un temps singulier, un temps qui prend corps au moment de l'acte, de l'actualisation, et qui s'entoure simultanément d'un passé qui ne le détermine pas et d'un futur imprévisible. Ce brouillage temporel, il conduit par exemple l'un des conservateurs du MAMCO à reconnaître que les peintures de Ruttaud sont indatables, elles n'ont d'autre âge que celui de leur conception programmatique, tout en restant inaltérablement fraîches. Autrement dit, ce temps que figurent les œuvres de Ruttaud ne suit pas le symbole de la ligne, met en cause la succession temporelle ou la perspective temporelle pour mettre l'accent sur la simultanéité du passé, présent et futur. Les pratiques artistes actuelles, des séries, des remakes, des réenactements, des très nombreuses reprises, invitent également de leur côté à une conception inédite du temps. Elles conduisent en effet à questionner, à envisager autrement le rapport du présent de l'œuvre à son origine, à son passé et à cette fameuse authenticité dont il a été beaucoup question hier et aussi ce matin. De même, le temps réel, qui est la matière première de l'art des nouveaux médias et qui se caractérise par la simultanéité de la réponse à une requête ou encore par l'instantanéité de la liaison entre émission et réception, invite à une conception du temps qui s'éloigne de la perspective temporelle ou de l'emboîtement de strates temporelles. Comme l'art contemporain, l'art des nouveaux médias se caractérise entre guillemets par son immatérialité ou en tout cas par l'évanescence, le caractère évanescent de ses œuvres. Ce sont des œuvres donc, qui proposent des expériences à vivre, une expérience qui n'est pas reproductible, qui est fugace, éphémère. Évanescence des œuvres en raison donc, des apparitions et disparitions quasi instantanées, évanescence ou instabilité temporelle qui se manifeste par l'instabilité de leur forme. Celle-ci n'est jamais finie, n'est jamais stable. Donc, je vais vous montrer trois œuvres en fait. La première, Plume et autres souffles, et Le pissenlit d'Edmond Couchot, qui sont très connus, mais bon, on ne se lasse pas de les revoir, qui date de 86 et qui figure, elle aussi,
le surgissement du temps au gré des actions, un temps qui disparaît, donc sitôt l'action épuisée, un temps limité au présent, dont l'apparition dépend de la force du souffle sur l'écran, et un temps qui s'efface dès lors que l'intensité du souffle devient nulle. Sa forme éphémère mime ainsi le temps logique, temps de l'ordinateur, qui surgit quasi simultanément au souffle pour coïncider transitoirement avec le temps sensible et fléché du souffleur. Cette œuvre-là est l'œuvre qui a été montrée sur grand écran, sur un mur, dans une exposition au Brésil, qui n'est donc pas la version originale, entre guillemets, de l'œuvre, telle qu'ils l'ont conçue en 86. Ce temps logique, donc, ne s'inscrit pas sur une ligne temporelle aussi, puisqu'il ne dépend pas d'un passé, mais seulement d'une action qui peut se produire, mais aussi tout aussi bien ne pas l'être. Il ne vise rien, sauf l'accomplissement instantané d'un programme, et la simultanée apparente, parce que c'est telle qu'on la perçoit, de la réponse à une action, ici le souffle, pour Rogby le déplacement, pour d'autres encore autre chose, indique qu'il n'y a pas de succession entre condition et réalisation, et que condition et réalisation finalement sont simultanées et convoquent le temps réel. Un temps réel qui apparaît donc transitoirement au gré des actions, saisi par la sensation, et il coïncide donc alors avec le temps sensible de celui qui agit. Ce temps réel disparaît sitôt que l'action s'évanouit, conditionné par l'écriture du programme, tandis que le temps sensible, lui, dure, tendu entre passé et futur proche. S'il s'agit de souffler sur les écrans, d'autres artistes explorent le temps réel et sa rencontre avec le temps sensible dans des dispositifs dont on a parlé aujourd'hui et encore hier, comme par exemple Very Nervous System de Rogby. D'autres artistes montrent également un autre caractère du temps dit réel, son indépendance vis-à-vis de l'espace. Et je vais vous montrer là une pièce de Galloway et Rabinowitz, All in Space, qui expérimente la vidéo et les réseaux satellitaires. Cette pièce a été réalisée en 1980. Le dispositif comprend des caméras équipées de microphones qui sont situés dans 2 vitrines de 2 magasins, de façon qu'ils captent les mouvements et les voix des passants qui s'y arrêtent. L'un des magasins étant situé à Los Angeles et l'autre à New York, et donc les deux sont reliés via une liaison satellitaire. Les passants de Los Angeles sont présents sur le moniteur situé dans la vitrine du magasin de New York, et les passants de New York, eux, sur celui de Los Angeles. Chacun d'eux donc est exposé dans des vitrines respectives et le dispositif leur permet de converser entre eux, de se faire des signes via le moniteur parce que la liaison est établie sans décalage temporel et donc en temps réel. Qu'un décalage temporel survienne et le temps refait surface avec l'attente, attendre que la liaison soit rétablie, c'est-à-dire que le temps redevienne nul. Le temps dit réel, ou ce qui a la même signification, la téléprésence, réfère bien à cette absence de temps réel qui va être la clé de voûte du virtuel et de l'Internet quelques années plus tard. Et donc cette pièce, comme l'indique le titre, le titre est « L'espace est troué ». L'espace est troué parce que le temps se retire et qu'il n'est plus lié à l'espace. Le temps était jusqu'à présent toujours lié, indissociable de l'espace, parce que, comme l'a défini Aristote, le temps nombre le mouvement, et en retour, le mouvement mesure le temps. Donc il y avait un lien indéfectible. Ici, dans cette pièce, on voit bien que espace et temps sont déliés, quand le temps réel ne mesure plus la distance entre Los Angeles et New York, mais au contraire l'annule. Il s'agit donc d'un temps qui échappe au mouvement, comme au fil du temps, d'un temps qui n'est saisissable que lorsqu'il coïncide avec le temps du participant à Los Angeles ou à New York. Autrement dit, ce temps n'existe
que pendant la durée de l'acte qui le définit, comme le temps réel. Une fois l'action épuisée, il s'efface. Un présent qui n'est plus lié à l'espace, il ne le nombre pas, et un présent qui échappe à l'emboîtement des strates temporelles symbolisées par la ligne. Un présent dont on peut dire qu'il fait écho au présent perpétuel repéré par certains chercheurs, et beaucoup d'artistes exploreront la téléprésence, notamment Goldberg avec son Télégarden, mais aussi Fujita avec Light on the Net Project, pour ne citer que, et qui montre donc que le temps virtuel ou le cybertemps n'est plus solidaire de l'espace. Pour conclure, donc le travail sur les interfaces ou sur les interactivités, comme certaines œuvres de l'art contemporain, invite donc à considérer deux figures de temps ou deux modes temporels. D'un côté, le temps qui échappe à la succession des strates temporelles, à l'antérieur et au postérieur, pour être contenu dans le seul présent de l'action. C'est notamment le temps réel ou le temps logique de l'ordinateur, un temps donc qui ne mesure rien, mais répète indéfiniment le micro-instant, comme le souligne Edmond Couchot, et d'un autre côté, un temps tragique, pour reprendre les termes d'Aristote, c'est-à-dire un temps, je ne sais plus où j'en suis, un temps tragique, c'est-à-dire un temps vécu, qui, merci, qui symbolise la ligne, un temps vécu tendu entre passé, présent et futur. D'un côté, un temps qui s'extériorise car il résulte de calculs et nécessite toute une machinerie, et d'un autre côté, un temps intérieur qui est une donnée de la conscience. Deux temporalités donc qui résonnent avec le présent perpétuel et le temps biologique fléché identifié par les chercheurs en SHS et que les œuvres, notamment des nouveaux médias, juxtaposent. De même, certaines pièces montrent que l'espace et le temps ne sont plus liés, reprenant à leur manière le constat de Picon qui évoque une désolidarisation de l'espace et du temps, tandis que d'autres chercheurs plaident en faveur d'une économie, du passage en faveur d'une économie de l'espace à une économie du temps. Dès lors, me semble-t-il, l'hypothèse d'un tournant temporel semble pertinente, tournant que l'art des nouveaux médias et l'art contemporain mettent en acte. Merci beaucoup.